l'opposition à l'intérieur de la Turquie affirme et confirme les liens et ils ont des preuves pour ça, les liens de Erdogan avec les terroristes, enfin Erdogan et du pouvoir du parti du développement et du progrès, que dirige Erdogan. Voilà. Ses liens avec les terroristes, le fait qu'il ait arrêté, qu'il ait laissé les terroristes transiter, pas seulement transiter, qu'ils sont en train de s'entraîner et qu'ils s'entraînent depuis 6 ans, donc 7 ans, ils s'entraînent en Turquie. Que cette agression aussi contre la Syrie est complètement contraire aux intérêts du peuple turc et qu'il rejette aussi cette politique et que la politique d'Erdogan est en train de ruiner la Turquie puisque il avait annoncé zéro problème avec les voisins. Or aujourd'hui, il n'a que des problèmes avec les voisinages. Donc la Syrie, l'Iran, l'Irak, il y a des problèmes avec eux. Que en plus, il est de la famille d'Erdogan et de connivence avec les terroristes. Alors là-dessus aussi, manifestement, il y a eu aujourd'hui donc un dossier d'accusation en fait contre Erdogan et sa famille pour des questions de corruption liées au passage de corruption liée donc à la protection des terroristes et puis à l'achat du pétrole des terroristes, hein. Mais aussi donc dernier point, c'est aussi ces arrestations massives de toutes les personnes qui sont partisanes de du candidat ou de son collègue qui se présenterait comme candidat en 2019, c'est Monsieur Goul, qui était son ami. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les partisans de cette personne, de ce dirigeant, sont arrêtés, etc. Sans parler de l'histoire du chimique aussi, qui a été aussi fourni par la Turquie aux terroristes et qui a transité par la Turquie et qui a été utilisé en Syrie contre la population, chose pour laquelle aussi c'est les personnes qui s'opposent, de l'opposition turque le disent et disent avoir les preuves contraignantes là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, c'est sûr que la Turquie est aussi sur la défensive. Peut-être sur une pente, oui, mais sur une pente glissante aussi vers la non, pas seulement la non-stabilité, vers de gros problèmes internes. Dans ce cas aussi, je peux citer un autre pays de la région qui est aussi en train de glisser vers la débandade, hein. C'est l'Arabie Saoudite, qui est grand ami de la France, hein. Oui. Mais c'est le roi Mohammed Ben Salman qui a arrêté le futur roi. 11 voilà, tous les princes et les responsables, etc., qui sont tous emprisonnés dans le Ritz Hotel, dans un hôtel de luxe, mais quand même, ils sont emprisonnés. On parle même de cas de torture. Il y en a un qui a été tué par un simili-accident dans un avion aux alentours du Qatar, sud de Hadramout, en fait, du Assir.
Donc, oui, c'était d'un émir saoudien. D'accord. Donc, il y a aussi un très grand changement donc, à ce niveau-là. On peut penser aussi que les Saoudiens ou le roi saoudien est aux abois. Il a donc le fait qu'il ait emprisonné tous les autres et il voulait confisquer leurs biens. Oui. Trump a déclaré que tous ces princes qui sont emprisonnés étaient très corrompus et que ils traitaient des centaines de milliards de dollars. Et donc, c'est une bonne chose. Et j'ose penser que ces milliards de dollars qui vont être récupérés ou qui ont été récupérés pour l'État saoudien vont être bientôt aussi donnés à Trump. Donc, ça, c'est... j'ose penser que je pense que c'est plutôt à la demande de Trump que tout ça, ou avec le soutien de Trump que tout ça a été fait, et que en même temps, maintenant, l'Arabie Saoudite fait des déclarations après déclaration, pour affirmer son amitié avec Israël, à tel point que les responsables israéliens, même de renseignement et même des responsables ont affirmé que le roi Mohammed Ben Salman dit en arabe ce que nous disons en hébreu. Donc voilà, il y a exactement le même langage, les mêmes besoins, les mêmes entre l'Arabie Saoudite et Israël. Donc et qu'il y a eu même justement un leaks en fait, un leak qui montrait que l'Arabie Saoudite poussait Israël à mener une guerre contre le Liban, oui. pour affaiblir le Hezbollah. Donc voilà, j'ai oublié de parler en fait de cette réunion des pays de la Ligue arabe en fait, qui a été présidée par l'Arabie Saoudite, où il traitait le Hezbollah d'organisation terroriste, et il traitait l'Iran de pays qui agressaient leur sécurité nationale, etc. Et en fait, tout ceci, ce sont des accusations qui ne sont basées sur absolument rien. Donc, et tout ça, c'est ça a été, ils ont pris prétexte d'un comment dire, un missile. Un tir balistique, oui. d'un missile, voilà, balistique qui a touché l'aéroport de Khalid, l'aéroport Khalid, du roi Khalid à Riyad. Oui. Donc, ils ont supposé que c'était, ils ont prétexté de ça en disant, ça, c'est pas le Yémen qui l'avait fabriqué, c'est une fabrication iranienne qui a été amenée au Yémen par le Hezbollah. Donc, voilà. Mais en fait, c'est une fabrication complètement yéménite. Et les Iraniens n'ont rien à faire, enfin non, absolument. Ils soutiennent comme le Hezbollah, comme nous soutenons le Yémen, le peuple yéménite, nous soutenons le combat du Yémen pour sa souveraineté et pour son indépendance, mais il n'y a pas de soldats sur place avec eux. Ce sont des combattants suffisamment gaillards pour défendre leur pays. Donc, tout ceci laisse penser aussi que l'Arabie Saoudite aussi est dans une phase de pré-éclatement, si on peut dire,
D'autant plus qu'ils ont essayé de jouer avec la sécurité du Liban, avec la stabilité du Liban, puisqu'ils ont gardé en otage, entre guillemets, le Premier ministre qui était Saad al-Hariri, qui l'ont forcé à prononcer de Riyad une démission. Et fort heureusement, le président Aoun, qui tient à l'intégrité nationale, comme l'ensemble des partis politiques libanais et de Hezbollah, ont affirmé que la fierté du Premier ministre, et il y va de la fierté du Liban. On peut être d'accord ou pas d'accord sur le plan politique, ça c'est une autre chose, mais il s'agit de la souveraineté du Liban, il s'agit de sa fierté, etc. Donc ils ont tenu jusqu'à ce que le président, le Premier ministre libanais puisse retourner. D'ailleurs, il y a eu une intervention de Macron en personne pour essayer de faire libérer Saad al-Hariri, et il est passé donc en France avant de rentrer au Liban, en France, au Koweït, en Égypte, avant de rentrer au Liban, sachant que l'Arabie Saoudite a gardé ses 2 enfants aussi. Donc, donc il est toujours soumis à pression. Voilà. C'est un épisode qui était très important, mais par lequel le Liban a sauvegardé son unité nationale, a sauvegardé aussi son unité politique, je peux dire. Oui. Et aujourd'hui, on pense que, Hariri va revenir sur sa démission et donc reprend le fonctionnement normal du Conseil des ministres libanais. Moi, je pense personnellement à ce que le fait que ce plan ce plan de déstabilisation du Liban a échoué, fait que Israël s'attaque aujourd'hui à Gaza aussi pour déstabiliser aussi les Palestiniens du côté du fait qu'ils sont en train de s'unir et puis de mettre fin à leur division. Et étant donné que c'est le cas, là, ça y est, les bombardements israéliens sur Gaza pour les occuper à autre chose, de manière à ne pas avancer avec cette unité des différentes factions palestiniennes. Voilà, de l'OLP et puis de Hamas, etc. Alors, si vous le voulez bien, Essar, je souhaiterais qu'on revienne sur ce qui se passe avec la Turquie, parce que c'est également un élément important qui complète votre analyse sur la situation à Gaza, sur le comportement de l'Arabie Saoudite, de la situation au Liban avec la suspension de la démission du Premier ministre, mais toujours avec ses 2 enfants pris en otage. Il y a, vous me disiez, l'armée turque donc s'attaque désormais à l'enclave, enfin à cette partie de la Syrie qui est tenue par des Kurdes pro-syriens, c'est-à-dire patriotes syriens, en particulier la ville d'Afrin. Voilà. Les Turcs donc s'attaquent aux récoltes. Hein. Tout à fait. Ils sont dans cette zone kurde. Oui, tout à fait. Alors les Turcs. Alors, je vais poursuivre. Tout à fait. Ils sont en train d'agresser la population. Voilà. Ouais. C'est ce qui prouve déjà que ça commence déjà ce qu'on appelle, c'est un des éléments qui prouve la volte-face d'Erdogan, mais il y a aussi les conséquences de tout ça, c'est-à-dire dans le gouvernorat d'Idlib, comme tout le monde le sait maintenant,
qui est toujours entre les mains pratiquement en entier des terroristes, mais pas n'importe lesquels, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des terroristes qui ne veulent pas de la présence turque, et il y a les terroristes comme le Front al-Nosra qui, eux, veulent et appellent de leur vœu la présence de cette armée turque qui s'attaque apparemment aux Kurdes d'Efrin. Tout à fait. Alors, effectivement, l'armée turque, elle s'attaque aux villages frontières, elle s'attaque à Afrin, ils sont en train de s'attaquer aux récoltes, aux arbres, et malheureusement, à tout ce qu'il y a comme structure vitale, je peux dire, pour vivre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, ils sont en train de menacer de s'introduire. Ils sont quand même aussi, puisqu'ils se sont introduits à Idlib sous le drapeau soi-disant de l'armée syrienne libre, mais en fait c'est rien d'autre que l'armée turque avec le drapeau de l'armée syrienne libre. Alors à Idlib, la situation est très violente, puisque il y a entre les comment dire, le Al-Joulani, qui est le chef d'Al-Nusra à Idlib, s'est attaqué aux partisans d'Al-Qaïda, et puis en même temps, et à ceux qui se sont opposés à la présence turque. Donc là, c'est une guerre ouverte entre eux, donc ça y va au niveau des massacres et des têtes coupées. C'est des luttes intestines là, entre eux. Donc l'équipe de Jabhat al-Nusra a arrêté tous les princes, les princes de guerre des factions qui sont contre la présence turque. Ça, c'est un premier point. De l'autre côté, ils ont commencé aussi à obliger les jeunes de 18 à 24 ans à rejoindre leur camp. Ils les obligent à se battre, hein. Ils les obligent sans avoir de formation. Et ils les emmènent ailleurs, donc des villages, ils les emmènent et ils les mettent en première ligne. Donc là aussi, c'est une sorte de recrutement forcé de ces jeunes, ce qui montre quand même leur débandade aussi. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de combattants, puisque ils s'entretuent, certains s'enfuient, d'autres se rendent à l'armée syrienne aussi, hein. C'est aussi des choses qui arrivent massivement. Et voilà, donc c'est la situation à Idlib. La population s'oppose aussi à cette présence turque et s'oppose à la présence d'Al-Nusra aussi. Les invite de plus en plus à sortir, à quitter, etc. Il y a des manifestations pour les obliger à quitter. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que du point de vue de la Syrie, on est dans une situation un peu bouillonnante à Idlib, mais je peux dire que le terrorisme est à sa fin à Idlib aussi, de toute manière. D'ailleurs, c'est une question de temps, puisque de toute manière, ils sont encerclés, l'armée syrienne avance. L'armée syrienne avance aujourd'hui jusqu'à l'aéroport de Touran. Attendez. L'aéroport qui n'est pas loin. Donc là aussi, l'armée avance à grands pas vers cet aéroport. Voilà. Et il se trouve où exactement l'avancée cet de l'armée aéroport ? syrienne, elle continue. Excusez-moi, c'est il se trouve au tout début du gouvernorat d'Idlib vers le sud. Hein. D'accord, donc c'est bien une C'est-à-dire avancée. limitrophe des zones de Hama. D'accord. Voilà. Alors,
si vous le voulez bien, je vais aussi évoquer un autre volet, à moins que vous ayez quelque chose à nous dire sur les sujets précédents. Euh, non, j'essaye de voir. A Alors, priori, non, ça va. Mm. il y a un nouveau volet qui est en train de s'installer, assez Oui. discrètement, mais des forces chinoises débarquent visiblement en Syrie, donc, pour participer à la lutte contre le terrorisme, pour lutter en particulier contre les terroristes ouïghours et du Turkménistan qui mènent la vie dure à la Chine. Hein. Mm. Et apparemment, ce serait la concrétisation d'un des volets des accords d'Astana. Et, Oui. et la Chine participe donc à la stabilisation de la région et également à sa reconstruction future. La reconstruction Mhm. future de la Syrie. En fait, oui. Donc, il y a différents points parce que la relation entre la Syrie et la Chine se resserre et puis se construit, je peux dire. Oui, Euh, se construit. Donc, au début, les premières rencontres, c'était effectivement les soutiens au niveau des conseillers des militaires peut-être. vétos Oui, déjà. dans les différentes instances. Et puis, bah après, de plus en plus, la Chine découvre que la Syrie a raison, et plein de choses en fait. Donc les rapports se construisent. Et donc il y a eu pas mal de signatures de contrats effectivement pour la reconstruction, mais aussi sur le plan politique, la Chine soutient la Syrie aussi pour son intégrité territoriale et pour la lutte contre le terrorisme et l'impérialisme aussi. Oui, parce que Donc, ça en est. pour sa souveraineté. Donc, la Mhm. Chine soutient la souveraineté de la Syrie. Et de ce fait, donc, les dernières rencontres ont fait qu'il y a eu effectivement aussi des accords qui ont été conclus sur le plan politique et sur le plan économique, hein, de la coopération économique. Donc, voilà, ça c'est. Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, les Chinois sont plus présents, coordonnent avec la Syrie et avec l'armée syrienne, justement, d'autant plus qu'ils sont concernés, puisqu'il y a des Chinois aussi dans les terroristes. Hein. Oui. Il y a parmi les terroristes qui sont susceptibles de retourner dans leur pays, la Chine, et faire des dégâts. Oui. Voilà. Il y a aussi. Je ne sais pas si on a parlé de Theresa May, de la visite de Theresa May dans la région. Pas encore. La première ministre anglaise, hein, britannique, hein, Oui. qui est venue qui est venue dans la région. Elle a commencé par visiter la Jordanie. Après, ça a été l'Arabie Saoudite. Pendant sa visite à l'Arabie Saoudite, elle a affirmé que de toute façon, c'était impensable de continuer comme ça cette guerre contre le Yémen, qu'il faut arrêter ou diminuer le blocus pour permettre aux Yéménites d'avoir les aides humanitaires, des aides médicales, etc. De la même manière, donc, elle a affirmé ça en Jordanie, elle a affirmé ça en Arabie Saoudite, et puis là, elle est en Irak, en passant en Irak aussi. Elle a dit soutenir la souveraineté de l'Irak et sa lutte antiterroriste. Donc, elle marque des points, Theresa May, alors que, comme nous le savons quand même, la Grande-Bretagne soutient les terroristes, hein, Oui. dans cette région, que la Grande-Bretagne fait partie aussi des pays qui ont entraîné, soutenu et dirigé les tables d'opération, comme ça, la table d'opération MOC en Jordanie, comme la table d'opération qui était à Adana en Turquie, etc. Donc, l'Angleterre fait partie intégrante de cette agression, je peux dire.
aujourd'hui, le fait qu'elle tienne un langage modéré dans ce sens, si j'ose dire, peut-être que ça marque un changement de position ou peut-être un certain réalisme ou une acceptation de la réalité qui est la victoire de la Syrie sur le terrorisme, de la Syrie avec ses alliés, bien sûr, sur le terrorisme. Donc, à mon avis, c'est un événement important et ce sont des déclarations importantes dans le cadre de la stratégie dans la région. Alors, on se rapproche assez rapidement maintenant de la fin du CITREP, mais ouais. vous avez abordé donc la vision britannique, mais la vision officielle britannique. Mais vous avez aussi, vous m'avez parlé de cette délégation britannique qui, elle, je dirais, présente une interprétation de la situation en Syrie qui est tout à fait différente. Tout à fait. Donc, il y a eu une délégation du Conseil des Lords dirigée par Madame Cox, Madame la baronne Cox, qui a déclaré que de toute façon, la Syrie mène une guerre de pointe contre le terrorisme, que c'est une guerre qui préserve tous les peuples du monde, en fait. Donc, elle a avoué que la Syrie se bat pour le monde entier. Elle a même avoué, je lis textuellement, elle a avoué que la Syrie mène, elle est dans la première ligne de défense de la liberté, défense de la liberté et la liberté de croyance dans le monde et dans la région. Et donc, vous avez aussi donné un prix important en s'adressant aux Syriens. Vous avez donné un prix très fort de sacrifice et de sang et d'institutions. Donc, en fait, cette délégation a aussi promis de revenir en Angleterre et expliquer la situation à l'ensemble du Conseil et au peuple britannique pour que la Grande-Bretagne arrive à de meilleures positions vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis de cette guerre qui nous est imposée. Alors, vous avez eu aussi une autre délégation qui est plutôt française, celle-là, toujours officieuse. Tout à fait. Vous m'avez parlé de quelqu'un qui a une position sur la Syrie qui est très intéressante d'ailleurs et qui a écrit un livre qui n'est pas exactement lié à la Syrie mais qui prend pour sujet les printemps arabes. C'est Éric Dénessé. Tout à fait. C'était une délégation aussi qui a d'intellectuels dans ce cas-là, en fait, d'écrivains intellectuels et qui a rendu visite aussi à la Syrie, qui ont tenu une conférence d'ailleurs dans la grande salle de la librairie Assad, qui ont donc Éric Dénessé qui a affirmé et fait une déclaration disant que effectivement la Syrie, que soutenir la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme. Je voulais rappeler effectivement que Éric Dénessé a été à la tête enfin c'est lui qui était responsable du livre et qui a fait sa préface du livre qui s'appelle La face cachée du printemps arabe. Où effectivement tous les jeux étaient montrés dès le début. Donc il y a deux chapitres sur la Syrie et un sur la Tunisie, un sur l'Égypte, etc., qui montraient où ces jeunes activistes étaient formés en Ukraine et ils étaient contactés via le Facebook sur Internet et qui ont été formés en Ukraine
et qui ont été retournés chez eux, mais en ayant été liés à leur instructeur ukrainien, en fait, qui faisait les choses avec eux, à leur place, etc. Toutes les activités sur Internet étaient assistées par eux. Donc voilà, ça c'est aussi, on sait quand même que les choses ont démarré surtout de Facebook et on avait l'impression que c'était une guerre virtuelle au début, puisque rien ne se passait sur le terrain, mais tout se passait, toute législation se faisait via Facebook et les réseaux sociaux. D'accord. Donc, et les médias mainstream, bien entendu, qui ont beaucoup aidé. Voilà, donc nous étions ravis de recevoir M. Denessé et l'ensemble de la délégation française qui a affirmé quand même que la France devrait revenir aux réalités et corriger peut-être ses positions aussi vis-à-vis de la Syrie, notamment en ce qui concerne les relations diplomatiques et politiques, puisqu'il y a pas mal de djihadistes français qui doivent rentrer chez eux. Absolument. Alors, on va revenir, on va revenir, en quelque sorte, à la situation concernant les populations qui sont, qui ont fui les villes, qui ont fui les villages devant les terroristes, et qui sont sur le chemin de retour. Mais la situation semble pas spécialement facile pour eux, parce que, et vous m'avez dit ce qu'il en était, il semblerait que dans les pays où ils se trouvent, on essaye de les empêcher de revenir. On a en particulier en Turquie, en Jordanie, dans une moindre mesure, parce qu'il ne s'agit pas, je dirais, de l'attitude des autorités, mais plutôt des gens locaux, des gens qui profitent de la manne, je dirais, de l'humanitaire. Et ces gens-là, donc, essayent d'empêcher les réfugiés syriens de rentrer chez eux. Alors, effectivement, alors au niveau des exilés, je peux dire, enfin des gens qui ont, des déplacés, je peux dire, on a deux parties. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui sont partis se réfugier sur les frontières, donc jordaniennes, turques, libanaises, etc. Ça c'est et qui vivent dans des camps, etc. Alors malheureusement, ces camps sont devenus les lieux privilégiés du trafic d'organes, du recrutement forcé, du trafic de jeunes filles et de jeunes garçons dans les circuits de prostitution, malheureusement. Trafic d'organes aussi, non ? Trafic d'organes, oui. Alors là, le trafic d'organes, c'est monnaie courante. Malheureusement, surtout en Turquie, et les organes se vendent pour Israël et pour des maîtres israéliens. Malheureusement, et ça fait des millions de dollars apparemment. Et les enfants disparaissent et reviennent cousus, décousus, parfois morts complètement. Donc ça, c'est un premier point, et c'est effectivement dans ces pays, ils vivent dans des situations vraiment très difficiles, très catastrophiques et inhumaines. Et quand ils essayent de rentrer, on les empêche de rentrer, on leur interdit. Voilà, ça c'est un premier point. Bon, je voudrais rappeler quand même que l'Arabie Saoudite avait payé des millions de dollars à la Turquie pour garder les réfugiés chez elle. Quand il y a eu cette histoire, puisqu'ils ont fait le chantage aussi aux réfugiés à l'Europe, et l'Europe était complètement débordée par 10 000 réfugiés beaucoup sont morts dans les mers, etc. Bon, donc la Turquie profite au maximum de ces réfugiés esclavagisés, je peux dire. La Jordanie aussi, malheureusement.
la Syrie a toujours appelé tous ses citoyens à revenir chez eux. Et que, de toute façon, il n'y a pas, ils seront mieux respectés et mieux traités chez eux que dans les pays ailleurs. Il y a d'autres sortes de déplacés, les gens qui sont déplacés à l'intérieur. Et ceux-là, effectivement, reviennent chez eux à chaque fois que les territoires sont libérés, déminés, que les équipes de réhabilitation de la ville a pu réhabiliter l'infrastructure, les réseaux d'eau, les réseaux de distribution d'eau, les égouts, l'électricité, etc. Il y a un grand mouvement de retour vers les habitats initiaux. Donc, chacun revient. Donc, on voit la ville de Homs revivre, la ville de Hama aujourd'hui de Hama et d'Alep aussi. Un an après sa libération, la ville d'Alep revit, je peux dire progressivement, mais rapidement. 162 projets ont été réalisés, des dizaines d'usines ont recommencé à fonctionner, on reconstruit des jardins, on reconstruit des maisons, et les gens refont leurs boutiques, restaurent, etc. Donc la vie revient, et d'ailleurs, chose plus importante, la vie et la gaieté revient, puisqu'il y a tous les jours des festivals culturels, des manifestations, des événements culturels, collectifs, et dans tous les coins et dans tous les quartiers d'Alep, des célébrations importantes. Là, on va vers les célébrations. Hier, par exemple, c'était la naissance de Mahomet. Bientôt, ça va être les différentes Noël, la naissance du Christ, jour de l'an, etc. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'intérêt qui a été porté à différents matchs de toutes sortes de sports internationaux. Donc là aussi, les gens suivent et se préparent. Je peux dire quand même que la Syrie a décroché quand même pas mal de médailles cette année dans les tournois asiens. En différents jeux. On ne va pas se détailler ce qui s'est passé. Au niveau de la Syrie a participé aussi au festival de musique classique en Algérie, à Constantine. Oui, vous en aviez parlé. Elle a participé à pas mal de festivals aussi à Beyrouth, au Liban. Donc, on peut dire que l'activité culturelle en Syrie, au contraire, repart de plus belle. Je dirais même que c'est une activité qui est encore plus importante que ce qu'elle n'était. Les Syriens ont envie de dire au monde entier, nous sommes là, nous vivons, nous créons et nous continuerons à nous battre et nous continuerons à aimer la vie. Cette terre est à nous et ce pays est le nôtre et nous le protégerons, quoi. Nous le protégerons par la culture, par la joie de vivre, ceci va effacer toutes les douleurs du passé, on l'espère, de ces 7 années qui sont terribles, d'ailleurs, qui continuent à être terribles pour certains coins ou qui continuent à vivre sous le joug du terrorisme et de l'horreur, quoi. Mais je peux dire que le peuple syrien aborde avec beaucoup d'espoir et de positivisme la nouvelle année, si on peut parler de nouvelle année,
en tout cas la nouvelle vie après Daesh et après le terrorisme. Bien. Merci Essar de nous avoir donné cet éclairage sur l'actualité depuis 15 jours. On n'a pas forcément pu tout aborder parce que évidemment l'émission aurait été encore plus longue. Mais déjà elle nous donne un très bon aperçu de ce qui s'est passé. Oui. Merci de nous avoir donné ces informations. Prompt rétablissement encore une fois parce que vous n'êtes pas tout à fait guéri. Ouais. Votre genou en particulier. Oui, merci. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis bonne soirée à vous et bonne soirée à tout le monde. Et au prochain Citrep, on se rapprochera de Noël. Là. On va être. Je vous souhaite aussi un bon mois de décembre, puisqu'on est le 1er décembre déjà. Je pense que les ornements de toutes les villes ont commencé, n'est-ce pas? Oui, sans doute, oui. C'est ça. Oui, sans doute. Voilà, je vous remercie. À bientôt, Essar. Je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis plein de bonnes choses. À bientôt. Merci. Au revoir, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir.